Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar. Premièrement, merci à tous les commentaires passés dans la vidéo précédente. Il est difficile finalement de cacher sa vie privée, mais voilà, vous l'avez deviné, entre guillemets, vu bien les circonstances et le peu de vidéos qu'il y a pu y avoir tout simplement sur la chaîne. Malgré tout, j'essaye vraiment de reprendre un peu de temps à moi, de vraiment penser à moi et de reprendre finalement également les analyses quotidiennes si j'y arrive. Malgré tout, on part carrément du coup dans l'analyse maintenant du BTC. Les remerciements sont finis, merci à tous bien entendu. On part directement là-dedans et comme toujours maintenant, je refais des rétrospectives, c'est-à-dire on va voir les analyses qu'on avait faites il y a maintenant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, les grands plans et on va regarder comment ça s'est passé. On rappelle également la zone de vente actuellement des 12 000, 12 500, même plus précisément, a été vue il y a de ça fort longtemps. On repart bien entendu sur la vidéo qui indiquait tout le plan macro du 20 mars d'année 2020, comme vous voyez, donc il y a de ça maintenant 4-5 mois maintenant, clairement sauf erreur de ma part, on est à 4-5 mois déjà de mars. Clairement, on agrandit l'écran et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le rebond à ce moment-là, sur la vidéo précédente, d'il y a quelques mois, on était à 6 000 $. 6600 plus précisément. On voyait la hausse avec la première zone de vente au 90% de Fibonacci pour ceux qui étaient passés à l'achat au 4000 et par après également la deuxième zone de vente où on est actuellement aux alentours des 12 000, 12 500 $. Je rappelle, ceux qui veulent vraiment voir comment est-ce que ça s'est construit, comment ça s'est développé, etc., vous pouvez aller revoir la vidéo de 20 mars. C'est pas interdit et vous verrez où sont posées les zones de vente, comment est-ce que je privilégie telle ou telle zone de vente, les stratégies, etc. C'est pas interdit de repasser et bien sûr des vidéos précédentes et de voir comment c'est construite, en tout cas le macro plan. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ce genre de vidéo précédente, donc du 20 mars, je le rappelle, j'avais tout développé. J'avais expliqué la ABC, la ABCDE, j'avais dit tous les plans possibles et lesquels on va mettre bien entendu en avant. Aujourd'hui, ce que je vais faire, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questionnements, du coup je vais agrandir en fait l'écran du 20 mars. Comme on a maintenant fait la B, d'accord, on est là-bas en haut, on est aux 12 000 et quelques dollars, on l'a fait, c'est fini, c'est clôturé pour moi. Clairement, je commence maintenant la B vers la C. Alors la C, elle est un peu cachée ici sur la vidéo, mais clairement, B, donc la chute, il a le suivi de la ligne jaune. On a suivi cette première ligne jaune pour monter, maintenant on suit la ligne jaune pour descendre, rien de compliqué. Je vais expliquer maintenant, comme dans cette vidéo du 20 mars, tout, c'est-à-dire tous les décomptes potentiels, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut ne pas voir, qu'est-ce que du coup il faut valider, invalider, etc. Tout sera expliqué dans cette vidéo-ci d'aujourd'hui, donc restez là, bien entendu. C'est une vidéo selon moi importante parce que j'ai remarqué dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient des questions extrêmement simples. Alors, simple pour moi, maintenant plus compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'études Elliott ou des choses comme ça, quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup. Bien entendu, là c'est plus compliqué. Donc je vais vraiment aujourd'hui m'attarder là-dessus. Donc si vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce que maintenant on doit privilégier un plan bear, pourquoi est-ce que oui le plan boule est très très difficile à croire maintenant, etc., eh bien je vous invite à rester dans cette vidéo. On reste maintenant sur ça, on commence maintenant tout simplement également la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui, très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser juste avant. Petite intro et également, vous le savez, je dois remercier ces personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Je rappelle, quelqu'un qui est soutenu, quelqu'un qui est récompensé pour ce partage de temps, pour ce partage également de pédagogie, de connaissances, de plans de trading, de plans d'investissement, bref, pour tout ce temps partagé, eh bien c'est quelqu'un qui va, quand il est récompensé, continuer dans le temps, perdurer. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Je remercie tout le monde et vous le savez d'ailleurs, ça fonctionne par palier de donation. Et déjà vers les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers en contrepartie du coup pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français ainsi par vous-même par après pourrez être autonome, faire ça finalement comme vous le voudrez avec finalement une compréhension claire parce que je rappelle j'ai écrit ce petit PDF de manière concise comme ça par après ça ne fait pas, je le rappelle également, une encyclopédie en 12 volumes avec 400 pages dans chaque volume pour faire comme si vous étiez malin, intelligent et que vous pouviez étudier des gros volumes. Non, d'accord, l'objectif c'est d'apprendre rapidement, pas faire comme si vous repassiez un doctorat du tout, si vous avez eu un doctorat dans votre vie, et au contraire, l'objectif c'est que ça soit accessible, rapide et efficace. Donc maintenant, merci à tous, on a agrandi enfin l'écran, on part là-dedans. Comme dit, on va tout expliquer. Avant d'ailleurs de commencer les explications de tout le décompte potentiel de la B vers la C, et également expliquer pourquoi est-ce qu'on doit clairement privilégier un plan bear et non pas un plan boule, parce que je vois encore des gens qui essayent de compter en boule et dire je suis dans un décompte 4, j'attends maintenant un rebond de 5. Clairement, je vais le montrer, je vais expliquer pourquoi. Je l'ai déjà fait grossièrement dans la vidéo précédente, mais ce n'est pas encore, à mon sens, assez acquis par les personnes qui écrivent dans les commentaires. Donc on va regarder ça ensemble. Bien entendu, je ne rejette pas à 100% les plans boules. Il y a toujours une potentielle erreur de mon côté. Vous allez voir que quand même, le plan est assez propre, assez bien construit, et j'ai un peu du mal personnellement à avoir un plan boule. Après, si vous le voyez vraiment,
Pourquoi pas, d'accord? Alors, mea culpa. Mais n'empêche, je vais vous montrer pourquoi. Avec en tout cas mon analyse, mon expérience, je suis clairement plus bear que bull. Donc, on va regarder ça. Premièrement, la A, B, C. Alors, on part de la B vers la C. C'est vraiment ça qu'on va fortement développer. Après, on va un peu développer ici la A vers la B, donc la vague B. On va la développer légèrement, expliquer ça également pour pouvoir démontrer qu'on doit plus croire en un plan bear. Mais ce n'est pas grave. Premièrement, cette B, vers C, donc finalement la dernière vague C, clairement, en fait, doit, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, se terminer en 5 vagues. Alors, quelles 5 vagues, vous allez me dire? Parce qu'il y a plusieurs vagues, d'accord? Il y a l'impulsive classique, qui est 1, 2, 3, 4, 5, avec des Fibonacci tout à fait normaux, des retracements tout à fait normaux, qui ne dépassent pas le sommet de 1, etc., pour la 4, etc. Des choses tout à fait classiques, impulsives. Donc, je vais quand même juste la dessiner pour que vous puissiez, pour les tout débutants, pouvoir la visualiser et comprendre ce que j'explique. Donc, une impulsive normale, c'est quelque chose qui ressemble avec une racine, une 1, une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Ça ressemble à ça. Je vais maintenant le mettre quand même en visible, en shadow. Je vais mettre une autre couleur, je vais le mettre en blanc comme ça. Eh bien, on la voit clairement. 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait normal, avec les Fibonacci de 3 qui dépassent ou qui atteignent les 161,8, un rebond de 4 et puis une dernière 5 avec divergence normalement sur le récit qu'on lit ici, divergence pour indiquer bien la dernière 5. Ça, c'est l'impulsif classique, tout à fait normal, une 2 qui va chercher 50, 61,8, une 4, c'est les 23 à 50% grand max, tout dépend encore une fois du retracement 2, enfin bref, je ne vais pas aller trop dans les précisions parce que là, je vais trop loin, mais clairement, voilà, ça, c'est une impulsif classique. On peut lire ça dans ça, d'accord? En tout cas, l'indiquer là-dedans, d'accord? Malgré tout, il y a un autre décompte potentiel. Et c'est ça qui est très piégeur, c'est la ending diagonale. Je rappelle, une ending diagonale est souvent formée lors d'une fin de crash. Lors d'une fin de crash, on se retrouve souvent confronté à ending diagonale. En fait, pourquoi? La ending diagonale, du coup, se construit différemment. Elle se construit également avec une 1, se construit également avec une 2, d'accord? Par contre, elle construit également une 3, elle construit également une 4, mais qui peut, et attention, c'est ça la difficulté de la chose, qui peut dépasser la 1, puis par après, retracement de 5. Ça, à l'écran, vous avez une ending diagonale. Je rappelle, les gens qui sont un peu sceptiques, qui se disent, mais non, la 4 ne peut pas dépasser la 1. Très simple, Google Images ou quoi que ce soit, vous tapez ending diagonale en Elliott Wave, en vague d'Elliott, et vous aurez la réponse, et vous verrez que ça existe, et c'est juste le fait que vous ne connaissez malheureusement pas toutes les règles, et que vous avez des petites, pas incohérence, des petites lacunes. Mais ce n'est pas grave, il faut juste apprendre, étudier et accepter qu'en fait on ne connaît que quelques règles et qu'il y a tellement plus de règles beaucoup plus complexes pour pouvoir bien calculer, décompter correctement en Elliott Wave. Premièrement, ça c'est vu. Donc ça, ce sont les deux décomptes possibles. Là, en plus de ça, la ending, et c'est ça la chose difficile, c'est que la ending, le sous-décompte des endings n'est absolument pas le même sous-décompte que les impulsives. Impulsives, classiques, on part avec des petites impulsions à l'intérieur, des leading, des ending, avec des WXY, avec des WXYZ également, dans les sous-décomptes, etc. Je parle de chaque sous-vague, mais dans une ending comme celle-ci, pas du tout. Dans chaque sous-vague, il faudra tout simplement sous-décompter et que ça. Par autre chose, je ne veux pas avoir d'autres décomptes, mais que uniquement du ABC, comme vous le voyez ici en zigzag. Pas du ABC en flat, pas du WXY, pas je ne sais pas quelle autre figure qui peuvent exister, clairement, que et uniquement du zigzag. Donc ici, je désigne du zigzag partout, d'accord? J'essaie en tout cas de faire du ABC, zigzag partout, et uniquement ça. Et je ne veux pas avoir du impulsif, je ne veux pas avoir, comme dit, n'importe, je ne veux voir que du zigzag. Je ne veux pas avoir du leading, je ne veux pas avoir du ending, rien. Du zigzag partout, et je vais être très complet, comme ça se comprend, et comme ça il n'y a aucune lacune possible, je mets vraiment du zigzag du coup partout, et je termine mes dessins jusqu'au bout. Donc même la 5 du zigzag, d'accord? Donc je veux lire ça, uniquement et seulement ça, si on fait une ending diagonale, pas autre chose, d'accord? Petite astuce également, alors petite astuce non, mais en tout cas petite précision également possible, la ending peut, vous l'avez bien entendu, dépasser le sommet de 1 avec son sommet de 4, mais elle peut également ne pas le faire. C'est ça la difficulté de la chose, d'accord? C'est ça la difficulté de la chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop enthousiaste dès que vous lisez de la figure corrective, vous dites ben non, et que vous pouvez vous dire ben non, on est en fait dans une correction et on va rebondir. Non, le piège c'est qu'on fait peut-être une première figure de correction, une seconde figure de correction, par là j'appelle de ABC, et puis après on réemboîte tout vers le bas, on réécrase tout et de nouveau on surprend tout le monde. On arrive en fin de crash, et donc comment est-ce qu'on peut exprimer ça? En fait du ABC, finalement 5 ABC en zigzag, donc 5 figures correctives suivies dans une tendance baissière ou haussière, ça existe dans les deux sens. Clairement, en fait, c'est l'indécision du marché, c'est l'indécision finalement des investisseurs, des acheteurs, des traders, peu importe, et c'est vraiment un chaos total. Ça représente pour moi le chaos total, et à la fin de ce chaos,
finalement, à la fin de ce genre d'expression, hein, de vague, on peut reprendre vraiment une reprise du cours haussier ou baissier dans l'autre sens. Hein. Ce genre de dessin peut être inversé. Vous prenez ça, vous l'inversez et c'est parti. Vous faites une une rotation de 180 degrés et c'est réglé. D'accord? Donc ici, voilà expliquer la pattern ending la plus complexe. Je vais juste la supprimer en fait. Et maintenant, on va regarder parce qu'on a commencé à dessiner ça. Donc tout ce que je viens d'expliquer, c'est pour la C1. Donc j'ai dit que j'allais être très complet pour cette dernière vague B vers C. Comme ça, vous avez toutes les explications, comme la vidéo du 20 mars. Très complet, comme ça, vous avez tout de chez tout. Donc ici, clairement, qu'est-ce qu'on lit pour le moment? Alors, qu'est-ce qu'on lit pour le moment? On lit 1, 2, 3. Rien de complexe. Le RSI également nous fait pour le moment un plus bas. Pardon, excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, en délit ici clairement. D'accord, là maintenant on est 1, 2, 3. Ce qui est intéressant, et pour partir dans le scénario potentiel d'une impulsive classique, il faut déjà, pour la 3, et donc je vais les dessiner, tout simplement dépasser logiquement les 161,8% de Fibonacci. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, pour exemple. Ici on va regarder si la 3 on peut la poser, si oui, non, est-ce qu'on doit privilégier autre chose, etc. par rapport au Fibo. Rien de complexe de nouveau, on prend son Fibo, on va à la racine, on va au bas de 1. Le sous-décompte, je rappelle également, je le dis et je le précise, le sous-décompte en 4 heures, en horaire, etc. est extrêmement compliqué, je préfère vous le dire. Moi-même, j'ai du mal à le décompter. Si vous y arrivez de votre côté, tant mieux. Mais je rappelle une chose, quand on a des difficultés à décompter un sous-décompte, c'est-à-dire en horaire, en quart d'heure, en minute, que sais-je, ça dépend, si vous faites même du scalping en trade, n'oubliez pas que si vous n'y arrivez pas et que vous dites « Waouh, là j'ai mon cerveau qui explose, qui bouillonne et ça crame », ne vous faites pas mal au cerveau. Référez-vous toujours à la time frame supérieure jusqu'à trouver quelque chose qui semble plus correct et plus simple à lire. D'accord? C'est vraiment, il faut le comprendre, parfois on est face à des vagues, mais tellement complexes, qui sont composées de sous-vagues en W, X, Y, XZ, par exemple, pour vous dire vraiment quelque chose de très complexe. Et là, c'est le cerveau qui crame, et du coup, on se réfère, comme toujours, à la time frame, vous l'aurez compris, qui est plus petite, pas plus petite, pardon, mais plus grande, qui est en daily. Ici, clairement, premier objectif de 3, je rappelle tous les objectifs de 3. C'est minimum normalement statistiquement, ce qui peut être plus léger, plus faible. Je vais le montrer dans le PDF après. Mais normalement, ce sont les 161,8. Ensuite, on a les 261,8, 423,6 de manière plus rare, donc je les énonce tout de même, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. D'accord? Donc ici, pour le moment, avec ce qu'on peut voir avec la dernière mèche, on a atteint en rose ici, vous le voyez, les 161,8% de Fibonacci. Donc on peut déjà placer notre bas de 3 ici, tant que ce RSI ici à l'écran, et je vais le déplacer légèrement, tant que ce RSI à l'écran reste le plus bas. Si jamais vous voyez que maintenant, exemple, le petit BTC, il décide, boum, emboîter maintenant vers le bas, d'accord, et que vous voyez qu'en plus de ça, le RSI, boum, il emboîte vers le bas. Je précise, on va déplacer tout simplement la 3 plus bas. Je rappelle, le RSI doit faire un plus bas pour la 3, d'accord? Et c'est-à-dire qu'on va continuer à suivre le cours vers le bas et tout simplement déplacer de plus en plus la 3 vers le bas. Actuellement, on est dans une phase de consolidation à l'horizontale depuis quelques jours, depuis 1, 2, 3 jours ici, depuis 3 jours. Phase de consolidation, on n'a toujours pas confirmé l'emboîtement vers le bas, donc on est potentiellement dans un rebond de 3 vers 4. On va prendre le temps de tout simplement lire le RSI, voir ce qu'il va faire pour voir et essayer de déterminer la fin de la correction baissière. Pour le moment, on n'est pas sur des divergences. D'accord, on n'est pas sur des divergences. Et ce que l'on peut voir maintenant, et donc si on spécule qu'on est bel et bien sur le bas de 3, on voit un rebond de 4. Rebond de 4, je rappelle, dans le contexte classique, c'est-à-dire que pour le moment, on a fait une 2 assez classique. On a dépassé légèrement les 61,8, mais rien de scandaleux. Une 2 plus ou moins forte, d'accord, mais rien vraiment de scandaleux. On n'est pas sur une 2 qui a été chercher les 85,4, 90, vraiment. Donc on va partir sur un rebond de 4 qui est tout à fait classique également, ou en tout cas qui va rechercher la zone des 38,2. Et donc pas extrapoler sur une 4 faible à 23,6 ou extrapoler sur une 4 forte à 50 forcément. On va privilégier du coup un rebond, et d'ailleurs le petit rebond qui est peut-être déjà fini, qui sait, personne ne lit l'avenir, on ne fait que mettre des plans de trading ensemble, je le rappelle également, et c'est-à-dire qu'on place ceci, et le rebond est d'ailleurs assez faible pour le moment, donc ça m'étonnerait qu'on écrase déjà maintenant. Si on écrase déjà maintenant, je partirais clairement, je vous le dis, dans une extension de 3 qui dépasserait les 161,8 et qui irait plus bas. Comme expliqué il y a de ça maintenant 2 minutes, il me semble. C'est-à-dire que normalement, le rebond de 4 doit atteindre au moins, et il ne l'a toujours pas atteint, ce niveau-là. Si on est dans une 4, d'accord, ce niveau des 38,2, d'accord, c'est-à-dire un niveau de prix sur Coinbase, je rappelle, n'oubliez pas, les prix sont différents, légèrement différents, voire même un peu plus, selon les échanges, mais ici un prix qui est aux alentours et qui avoisine les 10 682 $. Pour le moment, on n'y est pas, c'est extrêmement faible. Le rebond est, je vous le dis, faible, donc
voilà, moi je m'attends, n'empêche, normalement si on est bel et bien dans ce contexte-là, d'un rebond de 4, à eh bien, un rebond qui atteindrait au moins ce chiffre-là, d'accord? Au moins ce chiffre-là. Il peut atteindre également les 50, d'accord? Ce n'est pas interdit, sans pour autant invalider le rebond de 4. Attention à ça également. Donc ça, maintenant, c'est vu, c'est expliqué, on est peut-être dans un rebond de 4, on va voir, on va prendre le temps de lire ça. On va prendre le temps également, du coup, de lire le RSI, de voir s'il continue à légèrement monter, et pouvoir donner, du coup, bien, du souffle pour la seconde baisse, d'accord? Et du coup, ne pas, bien, avec le RSI, effectuer un nouveau plus bas, et donc indiquer cette nouvelle divergence pour la 5, d'accord? Maintenant, dans ce contexte-là, où on extrapole, comme dit le bas de 3 et le sommet de 4, qui est placé à 10 689 $, en tout cas cet intervalle-là, on va maintenant voir déjà, pour ceux qui voudraient faire du trade, d'accord, j'insiste, hein, il y a ceux qui achètent pour de l'investissement, mais il y a ceux qui vendent également, pas leur BTC. Hein. Le trader est différent de l'investisseur. Attention, si vous ne comprenez pas, je rappelle vite, les termes de take profit partiel, de levier par exemple, de stop loss ou de choses comme ça, vous n'êtes pas un trader. Ne vendez pas vos BTC de manière, j'allais dire un mauvais mot, mais de manière non réfléchie. D'accord? Faites ça de manière intelligente, ne vendez pas vos BTC et au contraire accumulez et achetez. D'accord? Si vous commencez à vendre vos BTC, c'est que vous prenez un trader sans les termes que j'ai utilisés, sans les comprendre, donc c'est-à-dire sans avoir ces outils-là, vu que vous ne les comprenez pas, c'est que vous n'avez pas ces outils-là, et c'est-à-dire faire n'importe quoi avec votre investissement et avec votre capital de BTC. D'accord? Attention. Maintenant, si vous êtes vraiment connaisseur et vous dites oui, mais moi, mes BTC, je les garde tout le temps pour du faible terme, du terme court, etc., etc. Bon, c'est autre chose, je ne parle pas à ça. Mais si vous comprenez que vous êtes un néophyte et que vous avouez et vous vous dites avec la maturité possible, effectivement, je n'y connais rien à ce qu'il raconte, je ne comprends rien, accepter le fait de juste pas vendre vos BTC, faire du holding, garder ça pour du long terme et juste accumuler quand le cours y baisse, c'est-à-dire acheter quand le cours y descend, d'accord? Parce qu'on préfère acheter un cours qui descend, c'est-à-dire un prix bas, plutôt qu'acheter les tops, c'est-à-dire des prix hauts, d'accord? Vaut mieux acheter maintenant par exemple à 10 000 que d'acheter à 12 000. C'est un exemple. Attention, encore une fois, palier d'achat, stratégie, etc. D'accord? On n'achète pas à 100%, mais bon, je ne vais pas refaire là-dessus. Les explications maintenant, si vous voulez voir toutes ces explications par rapport à un plan d'investissement, regardez la vidéo d'hier. La vidéo juste avant maintenant. Donc il y a 2 jours, je pense. Une journée 10 heures, une journée 15 heures, quelque chose comme ça. Bref, regardez juste la vidéo précédente par rapport à celle-ci. Donc maintenant, si on part dans cette spéculation-là et qu'on veut déjà spéculer cette petite 5, d'accord, on va regarder tout simplement comment ça va se construire. Attention, il faut plus de confirmation. Hein. Pour le moment, je vais faire un travail en partant du principe qu'on rebondisse maintenant, qu'on ait bien cherché la 4, etc. N'empêche, on part maintenant dans cette spéculation-là. Les objectifs de 5 seront les suivants à ce moment-là. Ce sont les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. D'accord? Donc je le place en bas de ma 4. À ce moment-ci, le premier objectif de rachat. Attention, pour le petit trader maintenant. Je parle au trader. Attention. Maintenant, le trader qui va shorter, par exemple, les 10 600. D'accord? 10 600 et quelques. La zone de rachat, donc je vais mettre un petit rectangle rouge pour exprimer ce short-là. D'accord? Hop. Il short, il passe à la vente, d'accord, avec ses BTC à crédit. C'est-à-dire que par après, la première zone de rachat majeure, ça sera les 100% de Fibonacci, d'accord, on va la mettre en vert. Seconde zone d'achat majeure, d'accord, ce sera les 161,8, ok. Et la troisième zone d'achat majeure, ce seront tout simplement les 261,8% de Fibonacci. On va se retrouver du coup avec une zone d'achat pour la personne qui est passée à la vente en trading, pas investisseur, attention, pas dire ce que je n'ai pas dit, pas comprendre non plus ce que je n'ai pas dit, d'accord? J'ai vraiment 2 distinctions, je prends mes protections là-dessus parce que parfois les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ici, les 100% de Fibonacci se retrouvent à 9 298 $, le deuxième TP se retrouve lui à 8 446 $ et le troisième TP se retrouve lui à 7 055 $. C'est-à-dire que la 5 peut se terminer soit là, là ou là. On n'oublie pas le stop loss, encore et toujours, stop loss que je passerai à 50% de Fibonacci. D'accord? Si on dépasse les 50% et surtout également finalement cette racine de 1, je sortirai de trade. C'est-à-dire que les 50% de Fibonacci sont placés aux alentours des niveaux de prix, des plus précisément ici 10 952 $ sur Coinbase. Donc Fibonacci à placer là, enfin pas Fibo pardon, mais stop loss à placer là. Ça nous fait un beau ratio il me semble. Déjà visuellement il est assez flatteur, mais ça nous fait sur un ratio de short, si on ouvre bien son short et si on atteint bien cette zone de short, c'est un plan de trading. Si on ne l'atteint pas, on n'est pas dans le trade et tant pis. C'est que finalement l'occasion ne se sera pas présentée et on attendra d'autres occasions. Encore une fois, je rappelle, le trading également,
C'est une question de patience, de calcul, etc., etc. Dans cette configuration-ci, on prend ici tout simplement un risque par rapport, une exposition par rapport à son stop loss de 2,57%. On prend pour le premier TP, d'accord, un ratio qui est ici tout simplement indiqué à 5. C'est déjà un bon ratio pour son premier, tout simplement, et bien ici, zone de TP. Ici, on est sur un 12%. Malgré tout, je rappelle, étant donné qu'on fait du rachat de sa position par palier, etc., ce n'est pas un retour sur investissement de 12%, presque 13 ici, cash, direct à 100%, étant donné qu'on marche par palier. Donc c'est moins, hein, si vous reprenez par exemple 25% de votre position, eh bien, il faut comprendre que ce ne sera pas 12%, d'accord, c'est à voir là-dedans. Malgré tout, si on l'étend et si on faisait vraiment la target et qu'on faisait de la vente et du rachat à 100%, on serait un ratio parfait ici de 13, avec ici un retour sur investissement, en tout cas de trade ici plus précisément de 34%, mais ça ne fonctionne pas comme ça, c'est plus complexe, avec tout simplement les paliers, vous l'aurez compris. Donc pas non plus se référer à 100% à ce chiffre-là. Mais n'empêche, voilà, déjà cet indicateur est flatteur, est bon pour ouvrir un trade dans cette zone-ci, d'accord? Maintenant que ça c'est vu, donc c'est-à-dire que cette 5 peut se terminer là, hein, d'accord? Dès que d'ailleurs, vous verrez une belle correction, une belle cassure ici du niveau de support des 9820 $, d'accord? N'hésitez pas à déplacer votre stop loss, soit à votre point d'entrée, là c'est vraiment pour annuler, et vous l'aurez compris, eh bien annihiler le risque, hein. Vous voyez, il passe de 2,40 à, plus on le descend, à 0, et quand vous mettez votre stop loss à 0, il n'y a plus de risque par rapport au stop loss, d'accord? Il y a d'autres risques, mais il n'y a plus de risque par rapport au stop loss, d'accord? Il y a toujours les frais, par exemple, d'accord? N'oubliez pas, bon, les TP de sécu, etc. Bon, si vous êtes un trader qui me suit depuis longtemps, vous avez compris également comment avoir des TP de sécu, mais je ne vais pas en parler trop, sinon ça va faire une vidéo de 4 heures. Mais n'empêche, ça c'est le plan de trade maintenant pour le prochain trade à jouer, d'accord? Vous pouvez bien sûr dire je trade plus tôt, mais du coup, vous aurez compris, votre risque sera plus grand. Maintenant, à vous de voir si vous attendez le rebond pour vendre ou si vous passez maintenant à la vente, par exemple à 10 200, mais alors vous aurez un risque plus important, d'accord, de peut-être du coup 5%, peut-être 6%. Encore une fois, c'est personnel. À vous de voir si vous avez la patience d'atteindre un rebond ou si vous dites ça ne va pas faire de rebond, on écrase déjà tout à la baisse. Et dans ce cas-là, c'est un risque plus grand, mais peut-être pour du coup un bénéfice plus grand. Donc c'est à chaque fois une question de risque et de bénéfice, de retour, bien entendu, sur son risque qui est bien entendu lié ou en corrélation pour utiliser un terme plus correct. Donc là, le trade est vu, donc c'est-à-dire que on peut descendre fortement ici, d'accord, donc jusqu'aux 7000 $. Je rappelle également une chose, donc là, la 3 n'est pas validée, attention, hein. On attend le développement, etc. Je rappelle également une chose pour le moment, en termes de futur, c'est-à-dire que quand on va ici sur le graphe et qu'on regarde les gaps, le gap est toujours pas comblé, hein. Le gap ici, le gap, c'est-à-dire le gap, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, un creux, voilà, un vide dans le cours. Le gap des futurs ici n'est toujours pas comblé, hein, il ne faut pas le nier, il n'est pas comblé, il est là, on le voit visuellement. Je rappelle également un gap à 8 chances sur 10 d'être comblé. Je dis ce chiffre-là encore une fois et toujours pour faire comprendre que ce n'est pas une chance sur 2 d'être comblé, c'est vraiment 8 chances sur 10, c'est beaucoup plus de chances que de ne pas se faire combler. Donc ici, on est tout proche du gap, je m'attends à faire complet ce gap, je l'attends ce gap-là, clairement dans ma stratégie. Donc, eh bien, on n'y est toujours pas, donc j'attends toujours et encore un enfoncement du BTC maintenant pour aller chercher ce gap. On rappelle également, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais on a d'autres gaps, des gaps qui sont en horaire ici, qui sont indiqués dès 7600 jusqu'au 6800, des gaps qui sont plus petits, mais je ne vais pas changer de timeframe pour les montrer, sinon ça va prendre trop de temps pour la vidéo. Mais faites confiance, ils sont là, et si vous voulez voir, eh bien, allez-y par vous-même, allez sur les futurs, et regardez tout simplement BTC1. Ici, vous voyez, tapez ça, vous allez sur le graphique, et vous allez vérifier par vous-même eh bien, ces niveaux de gap qui sont indiqués en horaire, d'accord? Et un dernier gap qui se retrouve également ici, au 3500, c'est pour ça, personne ne croit en un crash, d'accord? Attention, mais il y a le gap là-bas en bas. Attention à mes propos, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je dis que personne ne croit en crash, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un crash, parce qu'il y a un gap, d'accord? On pourrait très bien laisser ce gap finalement non comblé, et ça représenterait du coup les 2 chances sur 10 de ne pas combler un gap, d'accord? Mais attention, c'est-à-dire que ce gap qui est indiqué là en fait, qui est indiqué là, peut très bien se faire combler. D'accord? Donc faites attention à ceux qui ne pensent plus au crash, ceux qui pensent que voilà, ça y est, c'est gagné. Attention à vous. D'accord? Donc mettez un plan de trading, un plan d'investissement. Si vous n'avez pas de plan et que vous dites mais qu'est-ce que c'est que finalement un plan? C'est qu'il y a un petit souci. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de vous former, prenez le temps de lire des choses, d'accord? Et prenez le temps du coup de comprendre ce qu'est un plan de trading ou un plan d'investissement, achat par palier, etc. Donc ici, il y a un palier à poser. Donc un capital, 5% de votre capital ou peu importe, à garder pour au moins ces zones de prix des 3500 $. D'accord? 4000, 3500 $. C'est important. Et voire même, je peux même le dire, 3005.
voire même plus bas. Donc gardez toujours du capital pour les corrections fortes. Le souci avec un néophyte, et je le dis, la plupart du temps, les néophytes se font avoir premièrement mais par les bougies vertes, c'est-à-dire qu'ils achètent la bougie verte, bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ils achètent la bougie verte, d'accord. Et puis après, ils achètent la bougie verte, et puis après, boum, ils crachent. Et en fait, le souci, en plus d'acheter les bougies vertes et souvent acheter les tops, le souci du néophyte, mais majeur, le plus grand des néophytes, c'est qu'en fait, quand il va voir les corrections, il va se dire, mais du coup, je suis quand même malin, je vais acheter les corrections baissières, etc. Il n'y a pas de souci. Et là, ça devient malin d'acheter les corrections baissières, d'accord, d'acheter des prix bas, d'acheter comme les soldes. Vous attendez les soldes pour acheter quelque chose, par exemple, moins cher. Hein. Il est toujours meilleur d'acheter pendant les soldes, c'est très simple. Mais du coup, par exemple, le néophyte va se dire, bah, c'est super, j'achète quand ça descend. Mais il va acheter de manière trop agressive quand ça descend, d'accord. C'est-à-dire qu'il va acheter de manière trop importante dans les zones hautes. Et il va se dire, ça n'ira pas plus bas. Ça n'ira pas, par exemple, plus bas que les 8000 dans ce genre de correction. Il y a un rebond, ça y est, je recommence à acheter. Et par après, recte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le néophyte, il aura tout racheté de nouveau dans cette zone-là et dans cette zone-là, hein, vraiment, c'est cette zone-là, mais il n'aura pas prévu cette zone-là. Il n'aura plus de capital ici pour acheter, vous voyez? Et ça, c'est le gros rect. C'est-à-dire qu'ici, attention, même si la correction ici va peut-être être faible, je rappelle, je ne lis pas l'avenir. Je lis des plans de trading, je mets des plans de trading et des scénarios. Et peut-être que le bottom sera là et qu'on aura un rebond de dingue par après. Mais attention, gardez du capital pour ce que vous n'avez pas prévu. Et souvent, je vous le dis, le néophyte, eh ben, il se fait avoir par ça, cette zone-là, d'accord, ici, ce qu'il n'a pas prévu, d'accord. Et malheureusement, ben, personne ne prévoit ça, d'accord. Donc voilà, peu importe, gardez du capital pour là où vous pensez qu'on n'ira jamais, d'accord. Si vous dites on n'ira jamais là, eh ben, du coup, gardez du capital pour là, d'accord, c'est important. Donc ça, maintenant, c'est expliqué, je nettoierai le graphique quand je serai hors vidéo. Voilà, donc ça c'est vu. Maintenant également, maintenant qu'on a vu ça, je vais également du coup stipuler et expliquer, parce que là j'ai expliqué l'impulsive avec sortie de position pour le trader bien entendu, mais ce que je vais surtout expliquer maintenant en fait, c'est pas l'impulsif comme ça, mais c'est la ending. J'ai dit que dans cette vidéo aussi j'allais tout expliquer, j'allais être très complet pour tout expliquer, désolé pour les néophytes. Et tant mieux pour ceux qui sont un peu avancés, qui se disent, ben voilà, montre tout, comme ça on voit tout, et comme ça on est trop content, on est complet. Tant mieux. C'est-à-dire que je vais repasser en Dudi, ce sera plus simple hein, pour bien visualiser les choses. En fait, ici, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est une 2, 3. Hein, on n'a pas de 5 confirmés, rien du tout. C'est-à-dire qu'ici, clairement, il faut comprendre qu'on peut également dessiner une ABC. Eh oui, on peut la dessiner, on peut faire ça. Bon, on peut faire ça. Qu'est-ce que je dessine là hein, pour ceux qui ont un peu suivi de la ending diagonale, une ABC, je dessine du coup une première une. Dans un marché ending diagonale, dans un marché de fin de crash et du coup dans un marché qui se crash. Rebond de 2 assez puissant, 3, 4, 5. D'accord. Et c'est-à-dire que là, on vient de faire la première ABC, on va compléter potentiellement la seconde A, B, C, et puis par après c'est parti. Hein, vous avez compris, je ne vais pas tout redessiner, j'ai déjà fait, je vais le faire. Comme ça je suis très complet et je suis sûr que finalement il n'y a pas de question possible par rapport à cela. A, B, C, et on termine également la 5 par ABC. Et là, c'est le piège ultimum, tous les néophytes se font avoir, boum, et c'est fini, d'accord. Et c'est fini, d'accord. Et on racle l'argent au petit. Donc ça, c'est clairement ça, d'accord. On peut également lire ça, maintenant à voir si c'est ça qui va se dessiner, et je suis très curieux, et c'est pour ça que maintenant, il est important également de pouvoir être patient, lire, peut-être ouvrir des trades sans problème, acheter de façon par les paliers et avoir son plan d'investissement ou de trade, mais maintenant être patient et se dire, on va voir si on est dans une impulsive, et on va voir si on est dans une ending. Et selon ce que va faire bien finalement le graphique, on pourra déterminer si on est dans une impulsive ou si on est dans une ending. D'accord. Ça, c'est important à comprendre. Là également, je rappelle, ceux qui font du trade par rapport non à pas, des sous-figures ou des choses comme ça, et donc ceux qui font finalement du trade, il faut le comprendre, par rapport aux macro-figures. D'accord. Donc, c'est-à-dire la macro-figure en l'occurrence. Donc, il y a des gens qui ont vendu les 123% de Fibonacci. C'est montré depuis le 20 mars. Donc, il y a des gens qui ont vendu et qui ont pris un trade dans cette zone-là, 123, 127. D'accord. C'est bel et bien une zone de vente indiquée depuis le 20 mars. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ouvert un trade et qui ont vendu les 123, 127. Vous voyez l'intervalle rouge 123, 127, c'est bel et bien où on se retrouve maintenant. 123, 127, d'accord. Et boum, réaction baissière. Donc il y a des gens qui ont vendu ça. Ceux qui suivent les plans de trade correctement. C'est-à-dire que vous, n'oubliez pas, et ceux qui suivent ce genre de plan, je l'ai montré hier, mais je vais vite le rappeler, vous prenez votre Fibo, vous allez ici, vous allez là-bas en bas, vous allez par après là-bas en haut, et puis ensuite vous mettez vos TP. Je rappelle, rien de compliqué, on met des petits rectangles. Donc vente ici, rectangle rouge, je ne vais pas l'indiquer, parce que peu importe. Et TP, rachat 61,8, 100, 123, 161,8. Rien de complexe, avec TP de sécu. TP de sécu à 23,6, 38,2. D'accord. Bien entendu, mais ça a été expliqué hier. Mais vous placez vos TP à vos zones de rachat et vous suivez votre plan de trade. Et point barre, d'accord. Peu importe qu'on fasse une
une ending, une impulsive ou quoi que ce soit, ça vous le compterez par après. D'accord? Vous temporisez maintenant et vous prenez comme moi le temps de lire, dire potentiellement fin de 3, rebond de 4 ou potentiellement fin de A, A, B, C et rebond pour une 2 dans une ending, peu importe. Là, vous prenez le temps de lire, etc. Vous avez ouvert votre trade et tout se passe bien. Donc maintenant, vous suivez votre plan de rachat et puis c'est tout, d'accord? Votre stop loss, n'hésitez pas à le mettre déjà à votre point d'entrée, d'accord? Bien entendu, si vous avez bel et bien shorté ces zones de prix, et puis c'est tout. Suivez votre plan et puis c'est tout. Maintenant, je réfléchis si je dois dire quelque chose de supplémentaire. Oui, et désolé, c'est long, mais voilà. Pour ceux qui se disent un retracement de 4 et puis rebond de 5, etc. Pourquoi est-ce que moi je suis vraiment pas là-dedans? Premièrement, parce qu'on est à 123 parfait, on a une réaction baissière parfaite. Bon, déjà ça. Secondement, j'ai expliqué dans la vidéo précédente le RSI. Je vous dis, et j'ai dit dans la vidéo précédente, le daily a déjà retranspercé ici. Le bas est bien finalement du précédent plus bas. C'est-à-dire que, de cette phase de consolidation, d'accord? C'est-à-dire que déjà en daily ça pue. Enfin, oh, j'aime pas ce terme-là. Ça sent mauvais. Excusez-moi, je suis quelqu'un de poli, mais parfois je m'emporte et voilà. Mais j'aime pas du tout, c'est pas mon style du tout, mais peu importe. Ça sent mauvais, d'accord? Ça sent vraiment mauvais. Déjà juste parce que là, on a bien transpercé ce bas de 1. J'ai expliqué tout simplement également qu'en weekly, pour avoir une confirmation encore plus forte, j'aimerais, pour vraiment encore avoir une confirmation plus forte, voir bien le RSI emboîter, descendre, finalement écraser encore plus fortement ce précédent plus bas qui est indiqué en termes de RSI ici, au 54, 53,95. Quand on lit maintenant le RSI, on est en dessous. Attention, avec cette nouvelle bougie, cette nouvelle semaine, on est en dessous. D'accord? Pas de confirmation pour le moment. La bougie n'est pas clôturée, on attend, il peut y avoir un rebond et clôturer juste au-dessus. D'accord. Mais pour le moment, on est en dessous. D'accord. Donc là maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que j'ai juste dit, j'attends le weekly pour avoir une confirmation extrême. Mais vous comprenez la nuance? J'ai pas du tout dit invalidation et maintenant c'est rebond, etc. C'est juste pour dire, ben voilà, une fois que le weekly emboîte ça, mais c'est sûr, c'est certain, c'est la figure validée. Mais c'est ça que j'explique. C'est pas juste, voilà, maintenant cette semaine-ci, on n'a pas emboîté la chose. Oui, du coup, on n'a pas la confirmation extrême. Mais attention, on a quand même le daily qui a tout emboîté à la baisse, extrêmement fortement, etc. Et maintenant, j'attends juste le weekly pour me dire, ben voilà, boum, c'est réglé, c'est fini, et boum, les boules, ils ont perdu totalement. Mais sinon, on est déjà maintenant dans un plan bear fortement bien dessiné en daily, et on attend le weekly, qui d'ailleurs pour le moment est en train de transpercer ça. D'accord? Donc on attend maintenant la clôture de la nouvelle bougie, et pour descendre, ça ne se fait pas en une semaine. Donc on n'invalide pas un plan juste parce que y a la clôture qui s'est faite maintenant de la semaine passée. Hein. Les bougies, et là je suis en weekly, les baisses se font en 1, 2, 3, 4 semaines. Cette baisse-ci s'est faite en 1, 2, 3, 4 semaines. Celle-ci, on ne la compte pas. La baisse précédente ici, par exemple, le break du gros niveau de support en 2018, s'est faite en... La grosse chute jusqu'au 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines pratiquement. Donc voilà, attention, on laisse le scénario, et c'est-à-dire surtout le graphique, et surtout finalement le BTC se dessiner et avoir son temps, et pas invalider un plan bear comme ça, parce que j'ai lu dans les commentaires, et donc le plan bear est invalidé parce que le weekly n'a pas cassé le RSI au plus bas à ce niveau-là que tu avais donné. Non, d'accord, attention, laissons le graphique se dessiner, laissons le BTC bien simplement évoluer. On ne peut pas accélérer le temps, malheureusement. Donc voilà, laissons faire le BTC, et il n'y a aucune invalidation, attention, du plan bear, surtout qu'il est dessiné à la perfection. Regardez ça, c'est magnifique ces 123, magnifique, c'est n'importe quoi tellement c'est propre, d'accord? Donc on laisse faire, d'accord? Également, ceux qui diraient ou qui pensent être dans une leading diagonale, c'est-à-dire je vais mettre ça de côté, également, comme ça on se comprend, ceux qui pensent pouvoir décompter ça. Alors je vais vous le montrer, ceux qui pensent pouvoir décompter ça. Je ne sais pas, une, 2, 3, 4, puis après du coup 5. Le souci, alors du coup il faut comprendre une chose, c'est qu'ici on a également une ABC magnifique, une ABC en flat, magnifique. Si vous avez suivi tout mon développement durant cette vidéo-ci, vous le savez, une ending ou une leading dans les sous-décomptes de correction doivent se faire tout d'office seulement en ABC en zigzag. Moi, je vous le dis, je compte une magnifique ABC ici, magnifique. Je vais la mettre en visible, je vais la mettre en jaune. Une magnifique ici ABC, d'accord? ABC. Si vous êtes dans le même contexte et vous vous dites on est dans une ending et que vous voyez cet ABC en flat et vous dites on est dans une ending, c'est plus possible. Il n'y a pas de flat dans une ending ou dans une leading. Il n'y a pas de flat dans une leading ou dans une ending. Donc si vous partez dans ce contexte en prenant en compte cette flat, non, vous faites fausse route. Si par contre vous dites mais il n'y a pas cette flat pour moi, cette flat là, elle n'existe pas. En fait, je finis ma une là et je parviens à compter quelque chose de correctif là et voilà. D'accord. Alors là, d'accord, mais à culpa et potentiellement. Mais attention tout de même, toujours au récit qui pour le moment est en train de tout transpercer.
Et également en daily qui a déjà tout transpercé. D'accord? Là, ça me rejoint. On rejoint les mêmes règles. Le daily, même dans une ending ou une landing, ne peut pas retranspercer son retracement en RSI. Donc, la même question. Mais j'explique, ceux qui maintenant partent dans ce concept-là, ou en tout cas dans ce décompte-là, vous avez, je vous le dis, théoriquement, statistiquement, moins de chances d'être dans le bon. On joue toujours avec les statistiques, ça c'est important de le comprendre. Hein. D'accord? Donc je remets mes dessins comme ils étaient. Voilà. On joue toujours avec les statistiques, c'est les statistiques finalement qui existent pour faire en sorte qu'on gagne un maximum, et non pas jouer à contre-statistiques pour bien finalement avoir le moins de chances de gagner. Voilà, faites attention à ça, encore et toujours. Maintenant, si jamais, tout de même, ça devait rebondir, soit je me suis trompé dans mon décompte, mais j'y crois pas. Hein. J'y crois pas en tout cas que ça rebondisse maintenant, mais pourquoi pas. Mais j'exprime tout comme dit, comme vidéo du 20 mars, extrêmement complet. Maintenant, on en est où? Au niveau de retracement, pardon. On est pile sur les 38,2 de retracement. Ça existe. Attention, une C qui se termine si tôt. Maintenant, une C qui se termine si tôt. Il faut vite remettre ça dans le contexte. D'accord? C'est une C qui serait dans un marché boule extrême. On est peut-être dans un marché boule extrême. Attention. Mais statistiquement, encore une fois, ce n'est pas ce que l'on doit privilégier. La plupart du temps, on va dire à 9 chances sur 10, sa C, ou en tout cas la C d'une flat, atteint normalement au moins ses 61,8, c'est-à-dire au moins le prix plus précisément ici du coup des 8400 $. Pour pouvoir voir une C ici, il faut vraiment, et spéculer ça, il faut vraiment avoir des coronesses, on va dire. Clairement, parce que clairement, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Maintenant, on va voir ça, on va lire ça, etc., voir le rebond qui dessine, etc. De toute façon, ce qu'on doit privilégier, comme dit, c'est ça. Enfin, c'est une C qui va chercher un de ses objectifs, 61,8, 123 ou 161,8. Mais pas un 38,2. D'accord? Ça existe, hein, les C en tronqué. On va quand même regarder ça dans le PDF rapidement. Excusez-moi, j'ai touché mon micro. Les C en tronqué, ça doit être dans les règles un peu plus complexes à la fin. Les C en zigzag tronqué. Est-ce que j'ai mis la flat en tronqué? Flat étendue, flat continue. Flat en échec, voilà, flat en échec ici. Vous voyez, la flat ou la C ne termine pas tout simplement au-delà des 61,8 et termine entre les 38,2, comme vous le voyez ici, d'accord? Donc ici, c'est une A, B et une C qui ne dépasse pas ces 61,8, vous voyez? Donc ça, c'est important à comprendre, d'accord? C'est très, très important à comprendre. Donc, ça existe, mais c'est pas du tout ce qu'il faut privilégier, quoi, mais vraiment pas. Donc, on va privilégier de toute façon son plan de trade qui va bien tout simplement là-bas en bas. Plan d'achat également, plan d'achat qui a été installé hier, d'accord? 10 plans d'achat, 10 niveaux d'achat qui a été installé, qui ont en tout cas indiqué hier. Maintenant, je pense que j'ai été très complet. Vraiment, donc du coup, j'ai essayé de répondre aux gens qui se posaient la question, est-ce que le plan tient encore? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui tient fort? Il est excellent ce plan, il tient super fort. Il est complètement pas du tout invalidé, au contraire, il est super validé, quoi. Donc, voilà, comme ça, il n'y a plus de quiproquo par rapport à ce questionnement-là. J'ai parlé du weekly, j'ai donné un niveau, mais ne soyez pas précipités, d'accord? Prenez le temps de lire le graphique et vraiment, voilà, c'est ça la clé du succès, entre guillemets, c'est-à-dire avoir la patience, pouvoir attendre les corrections, ne pas acheter comme un fou, etc., etc. Avoir un plan d'investissement, que ce soit de l'achat par palier de temps, achat de palier de prix de retracement baissier, achat par palier par rapport à des signaux boules, cassure de résistance, cassure horizontale, oblique, des signaux par exemple Golden Cross ou d'autres, peu importe l'indicateur technique que vous utilisez. Mais bref, ayez un plan, ayez finalement des niveaux où vous vous dites, en fait quand il se passe ça, ou en tout cas quand on est dans cette date-là, quand il se passe ça sur le graphique, ou quand en fait il se passe ce que j'ai prévu à l'avance, là je passe à l'achat. Si vous achetez comme ça de manière sans rien avoir travaillé, c'est de l'achat compulsif, de l'achat non réfléchi. Mettez un plan en place. Il y a plein de styles d'investissement, plein de plans d'investissement, plein de plans de trading qui peuvent exister. Choisissez celui qui vous convient, d'accord? Et par après, vous faites avec. Maintenant, tout a été vu, tout a été dit, il me semble. Je vais vous laisser, je réfléchis 2 minutes. Voilà, c'est parti. Et je peux reprendre ma journée qui va, encore une fois, vous le savez, être super chargée. Une bonne journée à vous.